On va commencer. Merci d'être venus si nombreux pour ce sujet qui est la sécurité dès la conception. Je vais me présenter, je m'appelle David, je suis diplômé de l'INSA de Lyon en 2015. J'ai eu l'occasion de faire un projet de fin d'études avec Facebook sur le projet MIT App Innovator dans le cadre de l'Open Academy qui est un équivalent de Google Summer of Code. J'ai travaillé pour Altran pendant 2 ans chez Amadeus dans le cadre d'un projet Data Lake. Et là, ça va faire bientôt 3 ans, dans quelques jours, que je suis à Lyon chez OVH. OVH, vous devez nous connaître, Horacio en parle assez souvent. Donc on est une alternative aux GAFAM. On propose donc nos propres programmes de serveurs qu'on fait avec nos propres racks, avec notre système de refroidissement hydraulique. On compte 30 data centers. On fait partie du projet européen Gaia X et nous sommes certifiés depuis décembre 2020, donc Secnum Cloud pour certains projets. Au niveau de mon équipe, je fais partie de l'équipe GIS-Data, donc je m'occupe du Data Lake d'OVH. Donc on s'occupe de répliquer toutes les données de toutes les bases de données, et donc on offre à nos clients internes des outils pour faire du machine learning, pour faire de l'exploration de données. Et donc on s'occupe de ce cube central. Au niveau du programme d'aujourd'hui, on va faire une petite introduction de ce qu'est la sécurité dès la conception. Après, je vais vous faire part d'un petit retour d'expérience sur un tout simple ticket qui semble complètement banal, quelques conseils pour agrémenter le sujet et bien sûr des outils pour valider ces conseils. Et on va aller sur la conclusion. Au niveau introduction, pourquoi ce talk? C'est pour éviter ce genre de problème. Là, on est sur un hôpital de Rouen qui ne pouvait pas recevoir de patients parce qu'ils étaient en pleine cyberattaque. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir toute son infra, toute sa prod bien protégée pour éviter un jour de devoir dire à ses clients n'utilisez pas notre service parce qu'on ne peut pas le fournir. Et on ne sait pas où est l'attaquant actuellement. À ce sujet, un hôpital en France, c'est une cyberattaque par jour. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Pourquoi dès la conception? Parce que c'est quelque chose qui doit être pensé en amont. Là, on a l'exemple avec un Boeing qui a une fuite mémoire. Et donc, l'avion crash tous les 248 jours. Et donc, dans leur procédure, comme ils ne peuvent pas rappeler tous les avions pour faire la mise à jour, ils ont dit qu'ils imposent aux pilotes de redémarrer l'avion tous les 51 jours pour éviter cette fuite mémoire. Donc, c'est vraiment cette idée où ça touche tous les domaines, que ce soit l'IoT, que ce soit du matériel réel. Donc, c'est pour ça que c'est assez primordial. La sécurité, c'est comme la documentation, c'est comme l'ensemble, il faut essayer de le faire en amont. Parce que ce n'est pas une fois qu'on a déjà une flotte importante d'avions qu'on peut les rappeler. Donc, au niveau de la définition de la sécurité de la conception, si on prend la définition sur Wikipédia, ça parle du domaine du logiciel. C'est très associé aussi avec la vie privée by design. Donc, ça fait une partie intégrante. Il faut être résistante aux attaques connues, avec des techniques réutilisables et en prévision de futures vulnérabilités. Donc, comme je vous ai expliqué, ça touche plein de domaines, l'authentification, l'intégrité de données, la confidentialité. Il faut que le système soit toujours utilisable, même s'il est attaqué, préserver l'architecture et surtout penser au cycle de vie. Votre application, une fois qu'elle est en prod, il faut penser à comment elle va évoluer, quel est son cycle de vie et combien de temps elle va durer. Parce que dans 5, 10 ans, ça va devenir du legacy. Il faut savoir comment traiter cette partie-là. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. On dit, c'est bon, c'est en prod, champagne, mais si cette partie-là n'est pas discutée en amont, on ne sait pas combien de temps votre application va vivre et vous ou vos collègues ou vos futurs collègues vont redouter votre application parce qu'elle aura vécu trop longtemps. Quelques chiffres par rapport à l'ANSSI, qui est notre Agence nationale de la sécurité de l'information, donc qui dit qu'on voit bien une grande augmentation au niveau des chiffres. En 2018, on était à 1800 signalements, on est passé à 2300 en 2019. Au niveau des incidents et des opérations de cyberattaque, pareil, on a une augmentation. Et si on regarde de l'autre côté, au niveau outre-Atlantique, il y a une multiplication par 17 du nombre d'intrusions sur les applications critiques en 3 ans. Donc c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus croissant. Justement, comme on parle de nos amis américains,
eux, dans leur document de la défense américaine, ils ont cette notion de DevSecOps, et donc à chaque cycle de vie de votre projet, vous avez des étapes à vérifier si la sécurité y est toujours bien pensée. Donc c'est vraiment cette idée de faire la sécurité, c'est comme la doc, on essaie de la faire assez rapidement. Donc un petit retour d'expérience avec, donc il était une fois un data lake, donc un élément important de votre système d'information. Et donc j'avais eu droit à ce petit ticket qui semble tout à fait basique. Il était sizé en taille de t-shirt, il me semble que c'était 1 M, donc c'était une charge de travail de 5 jours. Donc en tant qu'administrateur ou utilisateur du data lake, je veux que mon data lake soit tout le temps opérationnel. Pas de problème. Et donc pour cela, il faut sauvegarder le Kerberos, qui est notre système d'authentification avec le data lake. En effet, il a été identifié durant un audit que c'est un des SPOF de notre infra. Et notre PO nous dit on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour faire du achat dessus. Donc on ne va pas faire un autre Kerberos à côté avec un master slave, on va plutôt faire le backup. Kerberos Kezako, c'est un système qui permet de s'authentifier, d'interagir avec le data lake, mais ça peut être aussi avec d'autres systèmes, avec une base de données, avec un poste. Donc c'est vraiment un service qui vient s'authentifier et permettre le SSO, donc pouvoir interagir une fois avec un ticket, n'importe où, avec n'importe quel service. Si je souhaite simplifier pour les étudiants qui sont ici dans la salle, nous allons prendre l'exemple d'un parc d'attractions. Vous souhaitez aller dans un parc d'attractions, vous allez vous authentifier, vous allez payer votre ticket, et ce ticket-là permet de l'utiliser dans tous les manèges selon vos droits, donc selon votre âge. Un enfant ne pourra pas aller dans les montagnes russes, par exemple. Mais c'est la même idée dans Kerberos. Kerberos, c'est ce guichet d'entrée qui vient faire l'authentification, et après, avec votre ticket, vous pouvez interagir avec l'imprimante, interagir avec une base de données, interagir avec une machine. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire une longue explication sur Kerberos. Si vous souhaitez, le MIT a fait un cours à l'automne 2014 sur Kerberos. Ça dure 1 heure. Très intéressant comment fonctionnent les tickets et les services avec Kerberos. Revenons sur mon ticket. Donc mon ticket, c'est de s'occuper du backup. Et là, je pose mes questions à mes collègues. Bon, on le met où ce backup ? Tout le monde me dit, on est sur Hadoop, on le met dans Hadoop, en plus c'est distribué, tu as la résilience, c'est trop bien. Mais non, ce n'est pas une bonne question, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi ? Parce que comme pour aller sur mon système distribué, je dois m'authentifier, si mon Kerberos ne marche pas, je ne vais pas pouvoir récupérer mon backup qui est stocké là-bas. C'est comme si j'avais mis dans un coffre et j'avais jeté la clé. Donc je ne peux pas le mettre sur mon système distribué. Donc je prends mon infrastructure du data lake et je vois qu'on fonctionne avec un control plane, avec un data plane. C'est des termes assez courants en architecture. On le voit avec Kubernetes, c'est à peu près la même idée. Et donc là, on va se poser la question, est-ce qu'on le met sur les workers ou est-ce qu'on le met sur les masters ? Bon, comme on a plus de workers et comme les workers sont vraiment destinés à faire du compute, autant le mettre sur les masters. Et là, on se pose la question, bon, je vais prendre un exemple basique, j'ai Master 1, Master 2, Master 3, et là je me dis, bon, si je donne à tout Master-étoile, si je donne mon backup à toutes ces personnes-là, si malheureusement dans mon DC, il y a quelqu'un qui s'est infiltré et qui a juste mis le nom de sa VM Master X, comme dans son nom de la machine, il y a Master, mon script va être bête et méchant, il va lui filer le backup de Kerberos qui contient donc toute la configuration et la base de données. Et lui, après, il pourra aller se servir et juste prendre le ticket admin et pouvoir venir interagir avec le data lake en tant qu'admin. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut trouver ma source unique de vérité, le SSO. Donc, l'idée, c'est avoir donc, un oracle qui vienne me dire les masters que je connais, les 3 qui sont, c'est telle clé. Et donc, c'est avec eux que tu vas interagir. Donc, comme tout le monde, un petit coup sur Google et on cherche. Donc, je demande comment m'authentifier en SSH avec un service dont je ne connais pas l'origine. Et là, la première réponse qui est même cochée, validée, c'est très simple. Fais sauter la sécurité.
Et là, je me suis dit, bon, non. En plus, je revenais d'une conférence, la conférence européenne de l'open source, qui est le FOSDEM, qui se déroule à Bruxelles en 2019, et qui donnait ce chiffre-là. 98% des codes, des snippets qu'on trouve sur Internet ne sont pas sécurisés. Donc je me dis, bon, là je suis un peu dans ce cas-là, faire sauter la sécurité, c'est pas pratique. Une petite parenthèse, GitHub Copilot aussi induit des failles de sécurité. Là, il y a une étude récente qui a été publiée en 2021 qui dit que Copilot met 40% de code mauvais. Donc faites attention quand vous utilisez cet outil assez pratique. Fin de la parenthèse. Revenons sur mon problème. Et donc là, j'ai commencé à continuer à chercher comment je peux interagir avec mes masters pour pouvoir leur donner le backup. Et donc, il y a beaucoup plus bas, quasiment dans les dernières réponses, Keyscan, qui permet d'échanger avec une machine et de pouvoir savoir sa clé publique. Et là, moi, je demande à mon Puppet Master, celui qui déploie les machines, pour voir si ça match. Si ça match, ça signifie que la machine est bien celle avec laquelle je souhaite interagir. Donc c'est bon, j'ai réussi à trouver une manière sécurisée d'envoyer mon backup Kerberos. La même chose, c'est par rapport à la QA. Normalement, je dois, avant que mon ticket passe en prod, je dois interagir avec l'équipe QA. Et là, je dis, moi, mon ticket est un peu compliqué, je dois détruire mon Kerberos et le relancer et voir si mon backup, en faisant un restore, si tout fonctionne bien. Et là, j'ai dû prendre du temps à lui expliquer qu'est-ce que c'est Terraform, comment péter une VM, comment la reconstruire. Et limite, je l'ai accompagné sur cette phase de Chaos Monkey à la main, parce que normalement, ce n'est pas moi qui dois faire la QA, c'est lui, mais c'est lui qui donne le coup de tampon. Donc j'étais là en train de l'accompagner, en train de lui expliquer ce que c'est une VM, quel est le problème, pourquoi c'est un SPOF, et ce genre de choses. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'il m'a quand même trouvé un petit bug de désynchronisation de mon script. Donc c'est quelque chose qui a été corrigé. Donc sur cette petite histoire que j'avais à vous présenter, c'était assez complexe parce qu'un cluster sans Kerberos, là dans ce cas-là c'était une stack mapper, c'est inutilisable. Donc on a beau avoir une quinzaine de pétabytes de données, si Kerberos ne fonctionne pas, c'est fermé à clé. Une autre chose, à cette époque-là, j'étais junior, et donc au bout de quelques semaines sur ce ticket-là, je commençais à être un peu fatigué de faire tout le temps de la sécurité, à faire tout le temps de la recherche sur Internet, et je suis allé voir mon PM, mon PO, en disant je voudrais bien un deuxième ticket, et je fais à mi-temps. Je continue à finaliser ce ticket-là, tout en commençant un autre qui est un peu plus intéressant. Parce que ce backup de Kerberos, ça faisait 6 mois que c'était dans la backlog, et personne ne souhaitait s'en occuper. Moi, ça m'a permis de me former sur Kerberos. Néanmoins, étant junior, tu mets un peu plus de temps à apprendre. Justement, ça revient au troisième point où j'ai vu mon PM discuter avec mon manager parce que j'avais mis du temps, j'avais passé 3 ou 4 semaines à réaliser cette tâche-là qui était sizée beaucoup plus, qui était juste un M, donc juste 5 jours. Pourquoi David a passé autant de temps? Et je voyais, je voyais ça de manière informelle. Je les voyais, les réunions, je voyais que ça discutait. Je voyais qu'en one-to-one, mon manager me disait « Pourquoi tu es toujours dessus ?» Donc je devais argumenter que la sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire à la va-vite. Et donc justifier que voilà, ça progresse. Mais en permanence, perpétuellement, je devais justifier. Et il y avait même des réunions qui étaient... J'étais pas invité, mais je voyais qu'ils s'organisaient sur ce sujet-là. Donc la sécurité, j'ai dû le faire en auto-formation. Il y avait aussi tout ce qui était problématique avec le chiffrement des sauvegardes, parce que même si je dois donner ça à un master, il faut quand même que je chiffre la sauvegarde. Et j'ai dû réellement, sur cette petite tâche basique qui était mal sizée, j'ai dû vraiment accompagner le management pour dire « Vous inquiétez pas, ça progresse ». Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Ou j'enchaîne sur les conseils? Je vais enchaîner. Donc, quelques conseils. Tout d'abord, dans le monde de Cloud Native, il faut un peu faire attention avec Docker, parce que même si un container est populaire, il regorge beaucoup de failles connues. Là, on le voit. Le fait que Node se base sur Ubuntu
Bah, déjà, Node va avoir les 30 failles d'Ubuntu intégrées dans son container, puis après, la surface d'attaque grandit. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des containers qui sont très vulnérables. Et le problème ne vient pas uniquement sur le fait que c'est sur l'OS qu'on choisit, mais surtout sur vos dépendances. Quand vous prenez une dépendance pour Java, pour Node ou pour Go, souvent vous choisissez avec parcimonie, avec un regard éclairé sur votre dépendance, savoir si elle est maintenue, tout ça. Mais peut-être votre maintenance utilise une autre maintenance qui elle-même utilise un vieux code qui a été produit par quelqu'un en 2017 ou en 2007 et qui n'est plus mise à jour. Et c'est cette dépendance qui est au fin fond de votre graphe de dépendance qui est vulnérable et qui va impacter votre code. Donc essayez d'avoir cette vision-là. Récemment, c'est Docker qui a mis en place le STOM, donc qui permet de faire l'inventaire de votre container et donc d'avoir une meilleure vue. Justement, pour cet exemple, il y a Facebook qui était vulnérable à une faille donc sur leur site web, qui ont même récompensé donc le chercheur qui l'a trouvé. Et cette faille était accessible depuis des mois sur leur site. Et ce n'était pas leur code qui était impacté, mais c'était ImageMagick qui faisait le redimensionnement des images quand vous les uploadez sur Facebook, qui était vulnérable. Avec d'autres conseils que je peux vous donner, il y a aussi tout ce qui est données numériques, données personnelles. En effet, vous savez que depuis quelques années, il y a la GDPR, la RGPD, et donc on ne doit pas afficher, on doit limiter l'utilisation de ces données personnelles. Et là, si je vous fais une démo et que je me connecte sur le site Amélie, il y aura le numéro de ma sécurité sociale qui va être affiché devant tout le monde, qui va être enregistré. Et malheureusement, est-ce que c'est vraiment pertinent quand je me connecte la première fois sur Amélie que sur la page d'accueil, j'ai ce genre de données qui soit affichées? Elle peut être cachée quelque part dans mes informations personnelles quand je vais sur ma page de profil, mais peut-être pas sur la première page d'accueil. Surtout, je ne pourrais pas faire la démo. Il est de même pour les configurations. On aime bien utiliser, on a vu de nouveaux outils, on a un peu cet effet hype, on a vu en conf et on souhaite l'utiliser dans nos projets perso et pro. Malheureusement, pour plein de projets, ils sont en 0 point quelque chose, et donc la sécurité n'est pas encore intégrée. C'est pour ça qu'il y a le 0 dans la version. C'est que l'outil, il est en train d'évoluer et il n'est pas encore prod ready. Et on l'a vu sur des failles où il y a des millions de choses qui sont exposées. Là, c'est sur un Bucket S3, mais c'était la même chose sur un MongoDB qui est exposé sur Internet, ou d'autres outils. En parlant de MongoDB, en voilà un autre. Donc là, c'était sur les votants mexicains. Donc comme ça, une grosse base de données accessible depuis Internet, parce que la technologie est moderne, innovante. Néanmoins, la sécurité n'a pas été encore prise dès le début. Et donc ça entraîne ce genre de problème massif. La même chose pour les buckets, les S3 ou d'autres systèmes de sauvegarde. Faites attention sur vos permissions. Ok, votre code fonctionne. Néanmoins, ne donnez pas trop de permissions. Là, c'est Matisse qui présente donc l'outil ELISE, qui était pratique pour voir un peu quel candidat correspondait à vos opinions. Et donc, le GraphQL qui permettait de soumettre et récupérer les propositions de nos chers candidats de l'élection présidentielle était accessible en lecture, mais aussi en écriture. Donc, Matisse a été capable d'envoyer avec le bon token une demande de proposition, voter Matisse, et ça a été mis dans l'application. On fait beaucoup de sensibilisation au niveau humain avec des campagnes de phishing et tout ça. Mais déjà, premièrement, une bonne partie des failles passe par le côté humain où c'est un lien qui a été mal cliqué. Mais il y a aussi le risque de corruption. Là, on le voit avec une grande entreprise, Tesla, où la personne a été proposée de mettre cette clé USB dans leur infrastructure, de mettre en place ce malware en échange d'une grande rançon.
On est encore sur les conseils, et une chose que j'ai vue dernièrement, et je trouvais ça un peu terrifiant, c'est tout ce qui est trafic légitime. Souvent, on fait la forteresse sur le trafic entrant, et donc on limite les accès sur notre infra. Mais pour ce qui est sortant, on filtre peu l'accès sur Internet. Et donc là, on prend le cas que quelqu'un a réussi à s'introduire par X ou Y raison sur votre infra. Et là, d'un coup, il a vu, je ne sais pas, un fichier qui s'appelle les revenus de tous les personnes qui sont sur Twitch, et donc il veut liquer cette donnée-là. Comment il peut faire? Par exemple, le DNS, quand vous interagissez avec Internet, une requête DNS est produite, et donc il suffit que la personne envoie sur son bon nom de domaine, et il explose en partie par partie le fichier, et comme ça il va recevoir la requête, et il va pouvoir reconstruire chez lui le fichier. Il n'a pas fait un SCP, il n'a pas fait un envoi. Néanmoins, la personne est capable de venir reconstruire votre fichier top secret juste avec des requêtes DNS. Donc même le DNS peut être un problème. Donc si on souhaite résumer sur une slide quelques bonnes pratiques, comme je vous ai expliqué, il y a tout ce qui est vraiment la notion de diminuer la surface d'attaque. Moins vous donnez de logiciels à votre attaquant, moins il pourra venir essayer de les corrompre. Donc avec une distroless, avec une Scratch ou avec la Red Hat UB minimale. Comme je vous ai expliqué aussi avec les permissions, toutes vos applications devraient ne pas s'exécuter en tant que root. Au pire, vous donnez quelques droits sudo nécessaires pour le bon fonctionnement de votre application, mais c'est vraiment l'idée de la théorie du moindre privilège. Si vous mettez peut-être votre application dans un dossier tout à fait classique dans la partie userland, donc dans la partie où vit l'environnement, vous n'avez pas besoin d'avoir les droits administrateurs pour venir interagir avec ce dossier-là. Et de préférence, séparer donc la séparation des concerns, donc ça signifie séparer les applications. Chaque appli a son utilisateur, comme ça ils ne peuvent pas venir empiéter sur les autres et tenter de les corrompre. Toujours dans la notion de la défense en profondeur, un peu comme une forteresse Vauban, l'idée c'est de rajouter au maximum des étapes que vous pouvez auditer, tracer l'évolution. Par exemple, quand vous faites un accès sur votre container ou sur votre VM, de passer par un bastion, de passer par un système de double authentification pour limiter le risque. Cette notion de traçabilité et tout ça, tous les logs que vous avez de vos outils, les remonter sur un SIEM, donc il y a un système d'événements de sécurité, qui va venir voir tous les logs et voir s'il y a des risques ou pas potentiels d'attaque en cours. Donc, la détection de connexion à travers ce bastion, proposer ou voire même forcer le multifacteur, ne pas avoir de configuration par défaut, ce qui était le cas à l'époque sur Kubernetes et MongoDB, ne pas stocker de secrets dans vos images, dans vos repos, ce qui commence à être de plus en plus habituel, mais ça vaut toujours bien le coup de répéter, pas de données sensibles, référence à la slide précédente, ne pas afficher de stack trace, parce que toutes les informations que vous allez fournir à votre utilisateur, qui peut être honnête ou malhonnête, est une source pour l'attaquant de venir tenter de comprendre comment fonctionne votre système. Autre chose, quand vous avez quelque chose qui n'est pas du tout prévu, un échec, vous devez faire une exception, et donc l'idée, c'est d'échouer de manière sécurisée. Ok, vous avez quelque chose que vous n'avez pas dans votre code prévu, vous allez notifier les développeurs, mais vous ne dites rien, vous dites juste 500 et ça va être travaillé le jour suivant, voir pourquoi cette faille-là. Mais pas besoin d'afficher une grande erreur, c'est quelque chose que l'équipe dev doit travailler. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Il y avait Uber Eats à l'époque qui utilisait donc un outil de paiement à l'équivalent de Stripe du côté indien. Et eux, leur API avait changé. D'un coup, ils ont dit, pour tel cas, j'ai telle réponse d'erreur, pour tel cas, ceci. Et du jour au lendemain, ils ont dit, on va rajouter un autre cas. Si le paiement qu'on fait en ce moment a déjà été fait dans l'heure, alors je réponds à un autre message d'erreur.
L'équipe Uber Eats n'était pas au courant de ce changement en prod, et donc pour eux, comme il y a eu un nouveau message d'erreur, ça rentrait dans le default, le paiement est accepté, je livre. Et c'est comme ça qu'une personne a réussi à se faire livrer une personne. Durant l'incident, Uber Eats a livré 14 000 $ de nourriture qui n'a pas été payée. Et donc là, il y a le problème, qui est le coupable? Est-ce que c'est les développeurs Uber Eats parce qu'ils n'ont pas mis à jour, ils n'ont pas catché, ils n'ont pas pris ce cas par défaut? Ou est-ce que c'est la faute de la personne qui propose l'API qui n'a pas notifié ses clients de ce changement en prod? Ça, je vous laisse juger et il y a toujours la discussion dessus. C'est quelque chose qui date de 2016. Mais vous voyez, même les plus grands ont ces problèmes-là. Donc, dès que vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas, gardez ça dans vos logs, notifiez l'équipe de développement, mais il faut éviter que ça se chasse. Pas de nom, toujours dans la même idée, donc pas de nom de version, de framework. Essayez de ralentir la progression de votre attaquant. Vérifiez les entrées-sorties de vos clients ainsi que vos nœuds. En effet, on connaît bien les injections, les XSS, mais aussi les protocoles. Je viens vous donner un exemple. On peut mal utiliser le DNS pour exfiltrer de la donnée qui est sur un environnement sécurisé. Faire des backups régulièrement et surtout déconnecter du réseau et également les tester. Parce que si votre backup, ça fait 2 ans qu'il tourne et qu'il n'y a jamais eu un test de Chaos Monkey ou un test pour voir si le backup est bien fait, ce n'est pas le jour où la prod plante qu'on se rend compte que le backup est corrompu et qu'on n'arrive pas à restaurer. Mettre en permanence à jour votre infra, donc vos Docker Image, si vous faites du PET ou du Cattle, toujours les mettre à jour. Je peux comprendre que c'est lent, c'est fatigant de faire ça, mais normalement, on a industrialisé nos outils. On a des pipelines de CI/CD. Donc, il suffit de demander à notre CI/CD. On voit avec des dependent bots sur GitHub qui vient proposer une PR et que c'est à vous de tester. Si vous avez vos tests, vous devez ne pas avoir peur de ce genre de mise à jour si vos tests couvrent une bonne partie de votre métier. Et si vous voulez vraiment pas du tout vous embêter avec toutes ces histoires de mise à jour, on a des acteurs européens, Scaleway, Clever Cloud, OVH Cloud, qui vont vous garantir que votre infra va être mise à jour, vous occupez juste de votre application. Donc voilà une petite liste de bonnes pratiques au niveau de la sécurité dès la conception. On peut se dire pourquoi David parle de tout ça. Là, c'est OASP qui sort le top 10 des attaques. Et on se rend compte qu'il y a peu de changements. Il n'y a pas de nouvelles attaques. Entre 2013 et 2017, les attaques sont quasiment les mêmes. Il y en a 5 nouvelles, mais on voit que l'injection reste toujours top 1 et que l'authentification cassée, pareil. Et celle qui est sortie l'année dernière, la même chose. On voit que c'est juste des petits déplacements au niveau du classement, mais on reste toujours avec les mêmes attaques. Donc les grands attaquants n'ont peu à changer. Il y a peu d'évolution sur les failles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter? Et moi, j'en profite pour boire. Pour l'instant, tout est bon, tout est clair. Continuons. Donc, je vais vous proposer quelques outils pour venir vous aider à travailler sur cette partie de sécurité dès la conception. On va reprendre ce schéma-là de la défense américaine, donc de quelques étapes à faire tout autour de son développement et du cycle de vie de son application. Donc, comme je vous ai expliqué, maintenant on commence à avoir du DevOps de partout. Donc, pourquoi ne pas intégrer la partie sécurité directement dans votre pipeline? Ça pourrait être une étape de voir s'il y a des bugs connus, de voir si votre application a des failles. Par exemple, on voit une startup qui s'est fait siphonner sa base de données parce que sur son ordinateur local, il se connecte sur un MongoDB sans password et il s'est trompé quand il a fait la mise en prod. Il a poussé le fichier de configuration de dev sur la prod. Donc le lendemain, il y a quelqu'un qui avait siphonné sa base de données, avait fait un drop table et un drop database et avait écrit si tu veux tes données, paye-moi
10 centimes de Bitcoin et je te les rends. Et on voit toute l'étape, et c'est juste que la personne, elle a poussé en prod le mauvais fichier de configuration. Ceci, ça peut être dans la phase après le stress, où il y a une action manuelle et vous dites, bah, j'autorise de mettre en prod, mais faites le moins possible d'actions manuelles. Là, on commence à avoir des outils qui sont très sympas pour de CI/CD, autant les utiliser et ne pas mettre une étape sécurité. Donc maintenant que la personne, elle sait qu'elle s'est fait pirater de cette manière tout à fait basique, bah, dans l'étape sécurité, elle pourrait dire, avant de passer de la V1 à la V2 sur Kubernetes, je lance les tests sur cette version qui n'est pas encore disponible pour mes clients, et je teste si j'arrive à me connecter sur la base de données avec admin et pas de password. Si c'est le cas, fin de la MEP. On ne déploie pas parce qu'il y a une faille de sécurité. Si cette étape-là a été codée dans un test, tout à fait unitaire, tout à fait basique, c'est un test de sécurité, mais au moins, ce cas-là qu'il a eu dans sa startup, en plus, il passait de la V1 à la V2, c'est critique. Il peut avoir tous ses clients qui se barrent parce que pendant 1 ou 2 jours, son application n'a pas fonctionné. Le temps qu'il restaure le backup, bah, en plus, au niveau image, ça a un impact. Donc ça, c'est un tweet de notre cher ami lyonnais de GitLab. Donc au niveau du modèle d'attaque, donc, je vais vous recommander les bonnes pratiques de l'ANSSI, qui est notre Agence nationale de la sécurité du système de l'information. Donc se documenter, ils font d'excellents guides. Comment faire du développement sécurisé de Rust, comment déployer des containers de manière sécurisée. Ils ont des guides à ce niveau-là, donc je vous invite à les lire. Je ne vais pas avoir le temps en 50 minutes de vous faire une synthèse, mais jetez un coup d'œil, il passe du temps. C'est notre agence, donc autant en profiter. Effectuer une analyse de risque, savoir qu'est-ce que l'attaquant va vouloir faire, comment il va vouloir s'introduire. Et pensez aussi à vos petits voisins. Vous pouvez être une forteresse, mais qui vous dit que vos applications clientes qui sont à côté de d'autres équipes soient un peu plus vulnérables et qu'après les attaquants viennent chez vous plus facilement. Il y a aussi cette attaque qu'on appelle l'attaque latérale, où quelqu'un a réussi à introduire dans le réseau de l'entreprise et qui va après se promener de nœud en nœud et de projet en projet. Identifier donc le modèle d'attaquant. Est-ce que c'est juste une personne avec une capuche ou est-ce que c'est toute une équipe ou voire étatique qui va venir tenter d'attaquer votre projet top secret? Préparer donc les spécifications, faire des ateliers. L'ANSSI propose même des ateliers de faire de la sécurité de manière agile. Participer à des conférences de sécurité. Il y a le hack qui s'est déroulé la semaine dernière. Il y avait de très bons talks. Je vous invite à les revoir sur YouTube. Le choix du système hôte. Donc, on a beaucoup de personnes qui disent bah, peut-être on va aller sur pas Arch Linux, mais sur Alpine. Mais il y a d'autres failles liées à Alpine. Donc, il faut bien décider de quel OS vous allez choisir. Et même si vous choisissez tel ou tel OS, prenez votre distribution et commencez à voir. Donc, on appelle ça l'OS hardening, qui consiste à durcir, à renforcer votre sécurité de votre système d'exploitation et donc être en permanence sur de la veille technologique. Donc, c'est ce que j'ai au niveau des conseils à vous donner. Au niveau de la partie dev et de la partie secure coding, donc ils appellent ça Security as Code. Alors tout d'abord, il y a tous les outils bien pratiques de Linter que vous commencez à connaître. Là, j'ai pris l'exemple sur Go, mais ils existent pour plein de logiciels. Donc, ils consistent à identifier rapidement des erreurs de syntaxe, des erreurs de grammaire, qui va permettre ainsi pour vous de faire plus facilement et résoudre plus rapidement ce genre de problème. Si vous faites des scripts, un Dockerfile ou je ne sais quel outil, ou du shell, bah pareil, il y a ce genre d'outil qui vient faire des... Ah bah là, tu as un risque que ta variable, avec un espace, fait péter ton script. Donc je te conseille de mettre des doubles quotes, ce genre de choses. Et c'est pratique parce que c'est un assistant. Ça vient venir vous aider dans votre code, dans votre développement. C'est une extension activée sur votre IDE favori. Et ça vient vous aider comme ça facilement. Je parlais de GitHub. Avec Copilot, bah, ils ont le code scanning qui vient vous donner des conseils sur des failles connues de sécurité.
Là, l'exemple, c'est vrai que sur l'écran noir, c'est un peu compliqué. C'est juste un simple select étoile from telle chose. Et donc, c'est pas paramétrisé. La personne, elle prend l'input et elle vient le mettre et exécuter sa query. On sait très bien que depuis, c'était des grandes failles connues sur PHP, sur d'autres outils de programmation. L'idée, c'est de toujours ne pas faire confiance à ce qu'envoie votre client et en permanence rajouter des étapes de correction et de correctif. Donc, j'ai même mis le lien vers la démo. Au niveau du déploiement, on a plein de mots. Ils appellent ça Static Application Security Testing ou Dynamic Application Security Testing ou même Interactive Application Security Testing. Ils veulent tous à peu près dire la même chose. Ça dépend dans quel niveau d'exigence vous allez donner les informations à votre attaquant. Est-ce que vous allez prendre votre projet comme une black box? Est-ce que vous allez prendre ça comme une boîte grise? Ou est-ce que vous allez prendre ça comme une boîte blanche avec toutes les informations? Donc l'idée, c'est vraiment de venir stresser, de venir faire des pentests sur votre infra. Et ça peut être fait donc dans la CI/CD avec des outils open source ou commerciaux qui viennent venir tester votre application. Comme on est toujours dans la phase de build, vérifier s'il n'y a pas des secrets qui traînent encore. Il y a donc AWS Git Secret, il y a Git Guardian qui est en version commerciale, et donc il va venir vous remonter des problèmes dans votre phase de build. On a le très connu Sonar qui continue à être d'actualité, et donc qui va venir vous remonter des bugs, des vulnérabilités de sécurité, de la dette technique même. Donc ça continue à travailler sur cette partie-là. On est de plus en plus avec le monde cloud native à utiliser Docker, donc les containers. Docker a mis en place un partenariat avec Snyk qui va venir vous remonter les vulnérabilités de votre application. Donc il y a une commande toute simple et cette commande-là pourrait être exécutée dans votre CI/CD. Ou vous, quand vous faites un nouveau container. Mais au maximum, déléguez ce genre de choses à votre CI/CD et ça fait des petits rapports. Ça met quelques secondes ou une minute à s'exécuter et vous regardez si tout se passe bien au niveau sécurité, s'il n'y a pas de nouvelles failles introduites. À ce sujet, Snyk vous fait de manière hebdomadaire un rapport en disant sur tel projet qui est en code public ou en code privé, ce genre de faille de sécurité qui est connu avec éventuellement l'attaque qui peut être utilisée contre vous. Donc c'est pratique, ça se met en place, c'est une petite sonde sur votre repo. Et ça va venir vous faire une remontée d'informations. NPM aussi, donc pour ceux qui font du JavaScript et du Node, va venir aussi faire ce genre d'outils. Il va venir vous dire, il y a une faille, on peut facilement overrider votre fichier, ce genre de problème, et donc avec un niveau low, height, medium, pour venir vous aider en disant telle dépendance pose problème. Pourquoi je vous parle de NPM? Parce que dernièrement, donc pendant le Covid, il y avait 4 packages qui permettaient d'ouvrir des shells sur votre container ou sur votre application. Donc il y a eu des vulnérabilités qui ont été introduites ou malhonnêtes qui ont été committées. Et donc il va venir ouvrir un shell, donc l'attaquant va venir pouvoir se connecter sur votre prod. Et ça, c'est quelque chose qui a été détecté assez tardivement. Et ça touchait à la fois Windows et à la fois Linux. Donc toujours la même chose, vous avez beau faire votre forteresse sur votre application, pensez aussi à votre dépendance et aux dépendances de vos dépendances. Au niveau de la partie dynamique, là je prends l'exemple de GitLab, mais GitLab donc, a un ensemble de règles sur beaucoup de langages et qui va venir faire des petits tests sur votre code, voir s'il y a telle ou telle vulnérabilité. Donc, un problème de crypto, vous utilisez par exemple peut-être un algorithme de crypto qui est déjà obsolète, et des problèmes de permission, des problèmes de construction SQL, un peu comme ce que Copilot proposait aussi dans la slide précédente. Après, si vous travaillez sur sur la partie un peu plus API, parce qu'on est de plus en plus sur la partie API,
Il y a 42Crunch qui propose de scanner votre API et donc de venir prendre votre Open API ou votre Swagger et va venir faire plein de tests de limites. Il va venir voir si je mets un int overflow, comment va se dérouler votre application? Si je mets un nombre négatif pour un entier qui devrait être positif, comment votre application se comporte? Et au lieu de coder tout ça, l'outil va venir faire ce genre de test et va vous donner après un score de sécurité sur votre API. Donc c'est intéressant, et en plus ils ont un module qui s'intègre aussi dans votre IDE, donc ça permet de détecter assez rapidement ces problèmes de conception dans votre code qui va générer cette API. Bon, maintenant vous êtes tout content, vous avez passé votre phase de code et de build, on va passer sur la phase un peu plus touchy qui est le pentest. Alors moi-même ou d'autres, surtout moi-même, je ne suis pas expert en pentest. Néanmoins, vous avez probablement dans votre entreprise une équipe SOC et une équipe qu'on dit rouge qui va venir tester votre application avant de la mettre en prod. Et donc, il va utiliser différents outils. Là, c'est un peu plus touchy, ça demande beaucoup d'expertise. Donc, il y a d'abord le proxy pour venir intercepter les requêtes et venir après les exécuter sur votre application. Il y a des outils, des boîtes à outils pour pentester, dont voici une bonne liste, donc, qui sont des distributions connues qui sont comme Kali ou Parrot, donc avec Nmap qui va venir scanner vos ports, avec Metasploit qui va venir faire un petit binaire qui va s'exécuter contre votre application. Il y a John the Reaper qui va venir casser des chiffrements et donc des mots de passe. Il y a Wireshark pour tout ce qui est interaction avec le réseau. Bon, après, voilà, ça dépend de... Moi, étant débutant, je ne vais pas donner plus d'informations. Comme là, j'ai laissé un lien, 11 outils pour s'initier au pentest, mais vaut mieux laisser les pros. En parlant de pros, vous avez le HAAS, Hacker as a Service, donc avec des bug bounty programmes. Donc vous venez louer un hacker pour venir tester et récompenser à la faille de vulnérabilité trouvée. Donc il y a deux grands que je connais bien, YesWiyak ou Yogosha, qui travaillent sur cette partie-là. Donc laissez les pros faire et ils vont venir vous donner un rapport détaillé et éventuellement telle ou telle chose à corriger. Maintenant que vous êtes sûr que votre application est vraiment bien costaud au niveau sécurité, on va parler de la partie release. Et quand vous allez mettre en prod, vous allez donc mettre votre container, mais qui vous dit que ce container-là n'a pas été modifié en cours de route? Donc il y a la partie Notary chez Docker qui va venir mettre une empreinte. Comme ça, toute modification faite sur votre Active Factory ou je ne sais par quelle personne qui n'est pas dans le process standard va être refusée parce que ce container-là a été modifié et il n'a pas eu le certificat. Donc c'est un outil tout à fait basique. Il y a un lien sur la signature des images Docker avec, donc sur une registry avec Notary. Notary ou d'autres outils, je ne présente qu'une partie des outils qui peuvent venir accompagner votre cycle de vie. Maintenant, il faut livrer. Et pour livrer, il faut transférer donc d'un endroit à un autre et de manière sécurisée si possible. Donc on peut prendre l'exemple de Active Factory ou d'autres qui va venir permettre ce repo-là, s'il a les bons certificats, de pouvoir pousser sur votre infrastructure. Il y en a plein de systèmes de repository. Au niveau déploiement, donc de voir la sécurité de la configuration et éventuellement le scan, je vais vous parler de CI/CD. Donc il y a Flex ou Argo CI qui vous permet de maintenir votre infra en permanence de manière immutable. Vous avez fait tout ce travail d'automatisation, éviter, empêcher les ops de venir faire des petits changements parce que, ok, ça fixe un bug, un hotfix. Néanmoins, la prochaine fois qu'un déploiement va être organisé par un PO, par un PM ou par une équipe de dev rapidement suite à une demande, vous allez perdre ce correctif-là. Et donc là, c'est l'interface de Argo, mais qui va vous dire quand votre container n'est plus à l'identique par rapport à votre code.
Donc c'est vraiment cette idée de maintenir votre code identique à ce qui tourne en prod. Au niveau opération et donc les patchs de sécurité, la partie audit, si vous faites encore un peu de PET, comme ce qui se passe un peu sur le Data Lake parce que Hadoop n'est pas encore dans la partie cloud native, le fait d'avoir vos outils d'échange avec votre infra, que ce soit Ansible, Chef, Puppet ou autres, qui viennent venir mettre à jour vos VM, si vous avez encore des VM, parce que vous ne pouvez pas faire ça avec les containers. Donc des petits scripts que vous venez prendre votre infra, machine par machine, les mettre en mode maintenance, faire appliquer le package manager, les patchs de sécurité, redémarrer la machine, et donc de manière automatisée, ce ne sera plus un Ops qui fasse ce genre de boulot. Bon, vous êtes sur la prod, il faut monitorer. Donc comment on fait le monitoring de cette partie sécurité? Il y a des outils de SIEM, donc comme je vous expliquais, de système qui va venir se baser sur les informations que vous envoyez, que vous remontez, qui va venir faire un état des lieux, donc savoir combien de personnes se sont connectées en tant que route, combien de personnes utilisent les droits d'administrateur, est-ce qu'il y a des accès depuis l'extérieur sur votre infra, et donc c'est le SIEM qui va venir dire est-ce que vous trustez ou pas cette connexion? Oui, ça c'est une application, je sais, ça vient du dataware, oui, ça vient d'un code Go, dont je connais le projet et le chef de projet, donc j'autorise, et vous venez comme ça affiner votre SIEM en disant les connexions légitimes de ceux qui ne le sont pas. Et donc ça va permettre de détecter ce qui est bizarre. Quand vous êtes dans la partie Cloud Native, il y a Falco qui est très pratique, qui va venir voir les system calls et qui va venir vous remonter l'information quand il y a quelqu'un qui s'est connecté en SH dessus, ce genre de choses. Il y a un excellent talk au FOSDEM de Chris Nova, je vous le recommande, il dure 40 minutes et il vous montre toute la puissance et comment la personne arrive à sortir du container et comment Falco le détecte et comment Falco peut empêcher ce genre d'action. Je parlais de Bastion, il y a la partie donc Bastion. OVH a open sourcé le Bastion qu'on utilise nous en interne, donc qui permet d'auditer, de sélectionner quelle personne a accès à quelle infra, et donc ça ne passe pas une connexion directe, mais ça passe tout le temps par ces bastions-là, et on les a de manière répliquée sur tous nos DC et même sur des DC des concurrents pour pouvoir intervenir sur nos infras. Au niveau feedback, il y a des outils qui viennent venir vous informer comme quoi il y a telle ou telle faille qui est utilisée. Si vous utilisez les Jupyter Notebook, là vous savez qu'il y a une black door ou quelqu'un qui essaie de récupérer des informations. Donc c'est quelque chose qu'on peut regarder. Ça vous donne une liste d'informations et ça vous donne aussi les IP. Voilà, ces personnes-là essayent de venir corrompre votre Jupyter Notebook. Donc peut-être c'est des IP que vous allez bannir de votre infra. Au niveau des failles, il y a la partie CVE, il y a OpenCVE qui est un outil open source gratuit qui va venir vous donner la liste des failles. Et donc vous pouvez dire, moi j'utilise Apache et NGINX et il va vous notifier quand il y a de nouvelles failles connues pour voir s'il n'y a pas un patch à appliquer. Et donc toujours la même chose, vous cliquez dessus et vous avez des informations complémentaires sur la criticité d'une faille. On est en France, on a le CERT qui vient aussi vous donner ce genre d'informations, donc un site à surveiller qui vous donne les menaces et les incidents. Au niveau du temps de vie, comme je vous ai dit, décommissionner votre infra, on le voit très bien avec nos chers systèmes les retraits de nos distributeurs de billets qui sont encore sur XP ou sur d'autres logiciels obsolètes. Donc c'est pas intéressant, il faut penser à ça. Au niveau synthèse, je vais aller plutôt rapidement. Donc différents outils pour venir vous aider, éventuellement le mettre dans CI/CD. Donc je vais vous laisser la liste. Tac. Donc c'est une liste que vous pouvez donc intégrer à votre CI/CD et donc venir vous donner des informations. L'idée c'est ça, c'est vraiment de mettre la sécurité au plus tôt de votre projet. Donc on passe sur la conclusion. Snyk en a fait une très bonne qui dit de faire attention à l'open source, surtout on le sait très bien avec la faille log4j. Quand il y a ce genre de faille, qui est responsable? Sur l'open source, c'est très compliqué à discuter.
Donc voici une liste de bonnes pratiques qu'ils ont émises. Rappelez-vous que le pirate n'en a rien à faire, que votre produit est décommissionné, que c'est juste un POC que vous avez testé, c'est un outil interne, il doit être remplacé, c'est une solution provisoire, c'est géré par le cloud, c'est crypté sur le disque, chiffré. De vos certifications, vous avez beau avoir des certifications, TPCM, touche pas, c'est magique. Bref, toutes ces excuses que vous avez ne sont pas valides pour vos attaques. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qui se passe en France. Selon moi, nul développeur est censé ignorer la sécurité. Pour aller plus loin, je vous propose quelques liens. Donc, de l'ANSSI, des leçons sur des grosses fuites de données qui permettent d'apprendre comment les attaquants opèrent. Si vous voulez approfondir votre notion sur la crypto, il y a un excellent talk qui est donné à la Snowcamp. La sécurité du cloud, une petite fiction qui s'appelle La nuit, tous les hackers sont gris. Il y a TV5 Monde qui se sont fait bien pirater, qui donne un retour d'expérience et qui vous donne la partie traumatique et aussi comment ils ont résolu leurs problèmes. Donc je vous recommande. Et je vous propose de partager vos outils, si vous avez des outils de sécurité, dans ce QR code ou sur le lien, et me donner votre avis sur ce sujet. Merci. Y a-t-il des questions ? J'ai été clair à ce point-là ? Un petit souvenir. Tac. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme priorité, selon toi, dans tout ce que tu donnes ? Là, tu mets tout un peu à part égale et vraiment les choses en premier à faire. Dans l'idéal, de bien équiper déjà l'outil du développeur, faire des suggestions, de la sensibilisation à utiliser telle ou telle extension sur son IDE pour qu'il puisse ne pas avoir ça comme une contrainte. Parce que quand la pipeline de build, elle failed, lui, il trouve ça embêtant, il ne peut pas livrer. Donc, essayez de vraiment le mettre sur le poste du développeur pour qu'il soit guidé et ne plus utiliser de fonctions deprecated ou ce genre de choses. Je vais prendre un exemple avec le Go. Le fait que Go.tick fait une leak d'une Go routine, pas tous les développeurs Go le savent, qu'il faut utiliser ticker au lieu de tick. Et donc ça, on pourrait l'avoir dans l'outil de développement en disant là, vous êtes en train d'utiliser une fonction qui n'est plus utilisée, qui est dépréciée, et donc il est recommandé d'utiliser la nouvelle. Go essaye de garder une API qui ne bouge pas, mais ce genre de choses est important. On va leaker une Go routine, donc on va faire une fuite mémoire. Et après, on va avoir le même exemple que l'avion, qu'on va demander à nos clients de redémarrer l'avion. Oui. Alors la question, c'était par rapport quelles sont les priorités pour le YouTube, et donc j'y ai répondu. Quand on développe des projets qui sont pas du tout exposés sur Internet, notamment juste du traitement de data ou de la collecte de data en interne, est-ce qu'il est nécessaire de mettre quand même autant d'efforts dans la sécurité, ou est-ce qu'on peut se dire que certaines choses sont moins importantes parce que c'est que en interne et pas exposé Alors, c'est une excellente question. Donc, le problème que je vois par rapport au fait de ne pas donner autant d'importance à la sécurité, c'est que votre projet va évoluer. Donc, on n'est jamais à l'abri, dans 1 ou 2 ans, on va demander une API pour interagir avec ce projet interne, ou je ne sais quelle demande cliente, et que là, vous allez dire, bon, c'est compliqué. L'autre chose, c'est par rapport à l'attaque latérale. Quand quelqu'un a réussi à s'introduire sur le réseau, par exemple sur l'ordinateur du secrétaire, donc du monsieur secrétaire, il va peut-être venir sur ton infra, essayer de gagner les droits administrateurs, pour après aller sur une prod qui est beaucoup plus difficile à atteindre. Donc, il va utiliser ton infra comme une infra de rebond. Et c'est ça le problème, c'est que si on se dit c'est en interne, le risque zéro n'existe pas, c'est faux parce que malheureusement, on est dans un truc complètement... sauf si ton infra est complètement déconnecté de tout, mais je le doute. Donc, ça peut être un moyen de rebond pour gagner des privilèges. C'est le risque que je vois rapidement. Oui ? Donc, des années qu'on en parle, maintenant... C'est pour ça un peu l'histoire du talk, c'est déjà mettre... alors, la question, c'est comment rattraper le retard au niveau de sécurité.
le début, on déborde au fur et à mesure, ou alors commencer un peu partout en même temps? L'idée, donc, aller un peu partout, c'est une bonne idée. Je pense, faire un audit déjà de ce qui est de l'existant et d'avoir un retour assez rapide dans les premières semaines, c'est pratique parce que on peut savoir quelle application a vraiment besoin d'une remédiation urgente. Et après, comme expliqué, essayer de voir si on ne veut pas utiliser des outils open source ou commerciaux pour venir détecter ça en amont. Et donc, quand vous allez reliser la V2.1, avoir une information comme quoi telle ou telle chose est encore problématique. Et donc, réduire les vulnérabilités les plus critiques et après s'occuper de celles qui sont faibles. Donc, c'est mon avis personnel. Oui? Ok. La dernière. D'abord, merci pour le talk. Est-ce que tu connais des outils qui sont spécialement ciblés sur les problématiques RGPD, fuite de données personnelles ou autre? Non, j'en ai pas en tête comme ça. Néanmoins, c'est ça qu'il faut répondre en 48 heures à nos clients. Mais c'est une excellente question et je vais peut-être voir avec Horatio et d'autres personnes dans notre OVH si on peut y répondre et éventuellement faire un blog post dessus. C'est une très bonne question. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des outils à me partager ou même savoir si cette conférence vaut le coup d'être partagée, de me donner votre avis. Et on recrute, il y a le stand.